Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles qui voient plus loin. Au sommaire aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer une femme pas ordinaire. Elle est kurde, elle est militante, elle est chanteuse et terriblement sexy, trop pour les islamistes. Elle s'appelle Ellie Louv, elle les provoque et utilise les armes de la communication occidentale pour servir sa cause, le peuple kurde. Dans ce journal, également un focus cinéma. Get, le film de Ronit et Shlomi Elkabet, sort en Israël et fait déjà grand bruit. Nous nous intéresserons à la question du religieux dans le 7e art israélien, des tout premiers films satiriques jusqu'aux tragédies actuelles. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur i24 News. Dans l'immense tragédie qui touche le peuple kurde, une petite voix charmante est en train de s'élever. C'est celle d'Ellie Louv. Elle est chanteuse et activiste. Elle a mis en place une batterie digne des bimbos occidentales au service de son peuple apatride, les Kurdes. Résultat, elle est directement menacée par l'État islamique. Nous sommes en ligne avec Ellie Louv. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, on va regarder votre portrait, Ellie, puis on vous posera quelques questions ensuite. Le portrait Daniel Campos avec Sandy Fortis. À première vue, c'est le clip d'une jeune bimbon quelconque, mais détrompez-vous, Ellie Louv est bien différente des autres jeunes artistes de sa génération. Courageuse, intelligente, belle, mais surtout kurde, Elan Abdullah, née en 1988, est connue sous le nom de Ellie Louv. Elle chante, danse, elle est aussi chorégraphe, actrice et mannequin, rien que ça. Née en Iran, elle s'est ensuite exilée avec ses parents pour fuir le régime de Saddam Hussein, et c'est en Finlande, là où elle a grandi, qu'elle commence à se mettre en scène dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, Ellie Louv est le symbole des jeunes Kurdes, un peuple qui rêve d'avoir un État indépendant, mais c'est aussi l'une des rares célébrités à être prise pour cible par le groupe radical de l'État islamique. Menacée de mort à plusieurs reprises, elle provoque à travers ses clips et ses mots l'indépendance du peuple kurde, persécuté en Irak, en Iran et en Turquie. L'État islamique a déjà attaqué des villages kurdes avec des intentions bien claires, balayer cette ethnie. La souffrance actuelle des yézidis kurdes prouve qu'ils sont dans une situation très critique et existentielle. Mais les persécutions n'ont pas stoppé la star dans son action. Avec son titre à succès, Risk It All, elle répond à ces menaces et affirme qu'elle est prête à tout risquer pour aider son peuple à avoir un État indépendant. Ellie a récemment visité le siège des Peshmerga dans la ville de Duhok, en Irak, près de la frontière de Mossoul, vêtue de la tenue des combattants afin d'améliorer leur morale face aux extrémistes musulmans. En tant que militante, Ellie est aussi très engagée pour le droit des animaux. C'est pourquoi en 2014, elle crée l'association Love House, une organisation visant à aider les habitants et les animaux du Kurdistan. Grâce à son projet, bon nombre d'animaux ont été transférés dans un environnement plus sûr. Si l'engagement de la diva met sa sécurité en péril, le dévouement qu'elle consacre aux activités anthropologiques va au-delà du coût médiatique ordinaire des célébrités d'Hollywood. Et c'est pourquoi différents médias du monde entier s'intéressent autant à son travail qu'à son engagement. Aujourd'hui, il semble que le rêve d'avoir un État kurde indépendant est plus réel que jamais. Bien que l'artiste fasse débat au sein des laïcs et des conservateurs du pays, son énergie positive et sa volonté d'améliorer le futur de son peuple fait d'elle une icône. Et qui dit nouvelle nation, dit nouveau héros. Ellie Louv, bonjour, merci donc d'être dans le Culture Mag. On estime entre 20 et 40 millions de Kurdes dispersés. Vous êtes le plus grand peuple sans terre de la planète et vous, probablement la seule célébrité kurde prise pour cible par l'État islamique. Est-ce que vous avez peur, même si vous vivez à Los Angeles ? Pour être honnête avec vous, quand j'ai fait ce clip vidéo, j'étais consciente que ça allait créer pas mal de tensions. De l'amour, mais aussi de la haine. Donc j'y étais en quelque sorte préparée, mais pour être honnête, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Ellie Louv, sur les réseaux sociaux, vous aidez à récolter des fonds pour les Kurdes yézidis. Vous faites appel à l'aide internationale. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la situation actuelle ? Je pense que même quand le groupe islamique radical attaque le Kurdistan, nous gardons toujours la beauté de ce pays, cette culture qui nous définit et qui respecte les autres religions.
Et je pense, nous pensons que les Yézidis sont nos frères et sœurs. Et quand ils ont eu besoin de nous, nous avons été là. On ne tourne le dos à personne et je pense que c'est la raison pour laquelle nous bénéficions de l'aide internationale, parce que nous n'écartons personne. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de cette aide internationale car nous sommes 1,5 million de réfugiés, en comptant les Syriens, à qui j'ai également rendu visite. C'est ce dont nous avons besoin, l'aide internationale, par n'importe quel moyen. Elie Louv, le grand public est un peu perdu entre les Peshmerga, le PKK, la situation géographique de votre peuple, on l'a vu, écartelé entre 4 pays, on s'y perd. Vous revenez d'un voyage au nord de l'Irak, vous avez soutenu les troupes des Peshmerga qui se battent contre les islamistes. Comment ça s'est passé? Pour moi, c'était sans doute le meilleur jour. Pouvoir rencontrer tous ces Peshmerga qui se battent pour notre peuple et notre pays. Ma mère était une Peshmerga avant qu'elle ne se marie avec mon père. Et mon grand-père était aussi un grand vétéran et un Peshmerga. Et c'est pourquoi les rencontrer était un honneur. Et je n'ai que du respect pour eux, surtout pour les femmes. C'est pour cela que dans mon clip, je porte la tenue des Peshmerga. Je voulais montrer au monde que les femmes kurdes se battent aussi pour notre pays et pour notre peuple. C'est pour ça que c'était très important de me montrer comme ça, car la plupart des personnes n'ont aucune idée de ce qui se passe. Effectivement, c'est complexe. Mais grâce à vous, en tout cas grâce à vos provocations vidéo, on en sait un peu plus. Merci Elie Louv, chanteuse, activiste kurde. C'est à suivre sur votre site elielouv.com. Et c'est une interview qui a été enregistrée juste avant le journal. Voilà, on va passer dans quelques instants au cinéma et aux faits religieux dans le cinéma israélien. Mais en attendant, voici les highlights, l'agenda des expositions. À Paris, la galerie Rabou en Moussion présente la première exposition personnelle en France de Farid Rassoulov. Le nom Dogs in the Living Room, des chiens dans le salon. Une expo où l'Orient rencontre l'Occident. Pour l'occasion, l'artiste azerbaïdjanais a concocté une installation tapissée de motifs orientaux où l'espace est au cœur de l'expérience du visiteur et remet en cause sa perception spatio-temporelle. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 octobre. Juan Francisco González compte parmi les 4 grands maîtres chiliens. Il est aussi l'artiste bohème du début du XXe siècle par excellence. Avec plus de 4000 œuvres, il est le maître de la peinture chilienne le plus prolifique et surtout celui qui a initié le courant moderne dans son pays. Paysages urbains, portraits de femmes et nature morte font de ce peintre un incontournable. Retrouvez son œuvre au Musée national d'art moderne de Santiago du Chili jusqu'au 26 octobre. Adi Shimoni est un artiste et photographe israélien. Dans sa nouvelle exposition Eva, il décrit sa relation avec sa compagne sur plusieurs années, depuis leur rencontre et jusqu'à l'accouchement. Certains clichés sont le fruit d'une mise en scène orchestrée par l'artiste, d'autres représentent des moments de vie du couple et ont été prises de façon spontanée. Une série qui approfondit la réflexion de l'artiste sur la sexualité et la sensualité. Eva, c'est à voir à la galerie coopérative P8 de Tel Aviv jusqu'au 27 septembre. Le dernier film de Ronit et Shlomi Elkabès va sortir en Israël. Il est titré Get. Il fait déjà beaucoup parler de lui dans son pays. Dans l'actualité, cette semaine en Israël, on a vu le cas d'une femme qui a attendu 14 ans avant de recevoir son fameux sésame pour divorcer. Benjamin Tovias, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique cinéma au quotidien Yehodiot à Aharonot. On va profiter de cette triste actualité pour voir avec vous la part du religieux dans le cinéma israélien. On a l'impression qu'en 66 ans, les choses sont un peu durcies. Oui, disons qu'au début, le cinéma israélien aussi a grandi de plus en plus, mais au début, c'était vraiment, disons, quelque chose de très marginalisé, plutôt comique, des stéréotypes comiques, et plus en plus, on voit des thèmes plus sérieux des religieux, des thèmes presque philosophiques. Ça, c'est aussi à voir avec la centralisation de la société religieuse dans le mainstream de la société israélienne. Alors, vous avez sélectionné, Benjamin, quelques extraits de films. Vous allez nous les commenter. On va voir donc avec vous comment le cinéma israélien a traité Dieu, ses obligations juives, ses joies juives. On commence avec un extrait d'un film qui date de 1975, qui est titré Party at the Snooker de Boaz Davidson. On en regarde un extrait.
מה זאת אומרת, במה הוא עוסק, כבוד הרב? הוא עוסק בתורה, כמו שכתוב, והגית בו 1000 לילה ולילה. לילה. זה טוב, זה טוב. אבל מה בקשר ליום? הלא צריך להתפרנס ממשהו, לא? כמו שנאמר, אם אין קמח, אין תורה. איזה קמח, כבוד הרב? הוא לא עובד במאפייה. הוא עוסק בגויאבות, מישמיש, ירקות, פירות. פירות זה טוב. ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה. כמו שנאמר, ארץ זבת. ימשיך כבודו. ארץ זבת. ימשיך כבודו. ארץ זבת. ימשיך כבודו. חלב ודבש. Voilà, c'est les années 70, on rit, on se moque. C'est quoi? Alors, c'est la communauté séfarade qui se moque de la laïcité ashkénaze? En fait, c'est à l'envers. Ce film-là fait partie d'un genre populaire qui s'appelle les comédies boureka, si vous voulez, des comédies populaires, vulgaires pour le grand public. Et là-bas, on se moque de tout le monde, mais ce qui est très intéressant, c'est quel stéréotype des religieux on a ici. Ça veut dire, ici, dans cette scène, on voit deux gens laïcs qui roulent en fait à Rimbaud. Alors, le religieux, même s'il y a quelque chose de beau, c'est quelqu'un de très naïf, un peu ridicule. La religion est un peu ridicule, comme qu'on voit. La langue est très importante, mais il n'y a pas beaucoup de choses derrière. Alors, c'est en fait, comme qu'on voit, vraiment pour le stéréotype comique. Un autre exemple de stéréotype comique, c'est les séries Kounis, un personnage créé au théâtre yiddish. On en regarde un petit extrait, très court. Oui, alors ça... Attendez. Oui, donc là, c'est aussi un autre style. Alors là, Kounis, ça date des années... ça commençait dans les années 60 et les années 70. Et c'est en fait un personnage pris du théâtre yiddish, d'une famille de comédiens yiddish, la famille Burstein, qui l'aimait. Alors, comme on voit ici, c'est devenu des films un peu cultes, des films un peu ridicules. C'est vraiment le religieux comme quelqu'un de très ridicule. Alors justement, on va passer directement aux années 2000. Est-ce que le grand tournant, est-ce que c'est Amos Gitaï qui l'a fait avec Kadosh? Kadosh est un film très important. Il date de la fin des années 90. Mais ce qui est très intéressant avec ce film-là, qui est un document vraiment contre les extrêmes religieux, qu'il vient parallèle à le renforcement politique des extrêmes, disons des ultra-orthodoxes dans la politique israélienne. Ça veut dire à partir des années 80, on voit la montée de Chasse et la montée des autres partis ultra-orthodoxes. Il est devenu une partie du gouvernement. Et soudain, dans le film de Amos Gitaï, que moi, si je peux dire personnellement, j'aime pas du tout. C'est un film. Vous pouvez. Oh, je peux dire. Oui. C'est un film qui montre la société ultra-orthodoxe comme une société presque dictatoriale. Ça a fait un tournant. Et alors, est-ce qu'on pourrait se dire, Benjamin, que la réponse à ça, finalement, ça a été le film Ushpizin, qui était une ode aux religieux, fait par des religieux. Pour des religieux seulement? Non, alors justement, c'est un film très intéressant parce que c'est fait par des religieux, mais des religieux qui étaient en fait des acteurs dans le cinéma laïque, sont rentrés à la religion. Alors c'est en fait un film pour le public séculaire. Ça veut dire ça, c'est un film qui montre pour le public séculaire qu'est-ce qu'est la vie pour les religieux. Bien sûr, il peint, c'est un peu à l'envers l'antithèse de Kadosh, il peint la vie dans la communauté religieuse comme en rose. Et soudain, on rentre aux racines, tout est bien, tout est beau, on trouve le sens et la laïcité, c'est rien. Alors ça, c'est vraiment un film de l'autre côté. Alors il y a beaucoup à dire, Benjamin, on va aller vite. Est-ce que ça a été le début du cinéma, on va dire, cachère, avec le film, par exemple, Remplir le vide, de Void, Le cœur a ses raisons? Est-ce que le succès de ce film fait par Rama Burstein, est-ce que ça a été le début d'une ère cachère d'un cinéma
il faut dire qu'il y avait tout le temps du cinéma kasher fait pour des extrêmes religieux qui est à Bnei Brak. Il y a un sort de mini Hollywood à Bnei Brak dans les communautés extrêmes religieuses, mais ça c'est en fait un cinéma qui est laïque, où le public israélien et aussi le public du monde ne connaissent pas. Il y a là-bas des films d'action, des films, ça fait un peu comme Bollywood pour les publics extrêmes religieux. Les films qui sont plus intéressants pour le public international et aussi le public israélien, c'est les films faits par des gens qui étaient laïcs et sont rentrés à la religion ou à l'envers. Ça veut dire... My Lord, par exact, exemple, qui est de l'autre côté. Et tandis que Rama Burstein, aussi elle était une étudiante de cinéma laïque qui est passée à la religion, alors elle essaye de montrer la complexité du monde religieux, un peu plus que ce qu'on voit par exemple à Ushpizin. Là-bas, vraiment, il y a une ambiguïté envers Dieu et envers le mariage. Dans voilà. Et maintenant, le dernier opus, c'est Get, le film des frères et sœurs El-Kabetz. Merci beaucoup pour vos informations éclairantes, Benjamin Tovias. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est fini, on se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info sur i24 News.